Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous pour plein de raisons. J'aime beaucoup l'architecture de Perret. Je suis issu d'une famille de libéraux, donc je suis baigné dans la problématique des libéraux depuis que je suis tout petit. Mes deux parents étaient dentistes, donc mon moule intellectuel, psychologique, politique est constitué par les professions libérales. Et puis j'ai ici plein d'amis, Philippe Besset, Chassan, qui sont des amis de 30 ans, et ça me fait très plaisir de les revoir. Alors, hop. Qui a GPT-4 parmi vous? La version 4, hein, pas la version 3. D'accord. À peu près 5%. Je crois qu'il est vraiment très important aujourd'hui de comprendre la mutation qui est à l'œuvre. L'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'informatique. L'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence. Et c'est une transformation radicale de nos métiers qu'il faut aujourd'hui saisir. Les métiers libéraux, qu'il s'agisse de la médecine, qu'il s'agisse de l'architecture, qu'il s'agisse des métiers du chiffre, vont être profondément impactés par l'intelligence artificielle, et les débouchés potentiels pour nos métiers sont absolument extraordinaires, à condition que nous ne prenions pas de retard. Je vais vous faire une confidence. Le 29 novembre 2022, la veille de la sortie de ChatGPT 3, ce que fait GPT-4 en médecine aujourd'hui, je ne pensais pas que c'était possible avant 2040 ou 2050. J'ai été, comme tout le monde, stupéfait. Il ne faut pas sous-estimer la vitesse à laquelle se développent ces technologies. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit mon bouquin « La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT ». Il y a une transformation radicale de nos économies qui est liée au fait que nous devons désormais interfacer les neurones avec le silicium. C'est un changement radical de l'économie et plus loin, un changement pour la société. L'intelligence est la source de tous les pouvoirs. L'intelligence artificielle circule à la vitesse de la lumière, elle est présente partout, elle est mise à jour instantanément, elle est oligopolistique, c'est-à-dire qu'elle est contrôlée par très peu d'acteurs, on y reviendra, elle est l'objet d'une bataille géopolitique entre les États-Unis et la Chine, et puis elle est consommatrice des meilleurs cerveaux. C'est un problème social énorme. Il n'y a pas un seul des bons spécialistes français de ChatGPT sur le sol français qui gagne moins d'1 400 000 € par an au moment où nous parlons. Cela pose d'énormes problèmes d'équité dans nos sociétés fragilisées, comme vous le savez. Ça fait plusieurs années que Susskind, père et fils, alertent les professions libérales, les professions au sens anglo-saxon du terme, et leur disent qu'il faut se préparer au tsunami de l'intelligence artificielle. Cette prophétie de Susskind, père et fils, est aujourd'hui encore plus importante. Cette cavalcade technologique, elle est très impressionnante. Il y a 10 jours, Google sort une intelligence artificielle météorologique qui, en 50 secondes, prévoit avec 3 jours d'avance sur un ordinateur monopuce mieux que ce que font les ordinateurs géants des météorologies de tous les grands pays avec leurs 50 000 ingénieurs météorologistes. C'est quelque chose qui n'avait pas été anticipé et qui a eu une conséquence assez forte, c'est une peur importante des ingénieurs météo. D'ailleurs, Météo France s'est mis en grève le jour où Google a publié son papier. La semaine dernière, Google a sorti un papier. Son intelligence artificielle, DeepMind, a mis au point 2 200 000 nouveaux matériaux. Et Google est en train, avec des chercheurs robotisés, de fabriquer les matériaux qui ont été découverts par son intelligence artificielle. Dans le domaine de la médecine, cette courbe est très impressionnante. Elle montre l'évolution en médecine de la performance des intelligences artificielles fine-tunées et non fine-tunées. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous voyez qu'en quelques mois, nous sommes, nous médecins, de plus en plus challengés en matière diagnostique par l'intelligence artificielle.
Nous avons la même chose dans les métiers du chiffre, dans les métiers du droit, dans l'ensemble des professions qui sont représentées ici. Il y a 24 heures, Google a sorti Gemini, qui est son intelligence artificielle destinée à concurrencer GPT-4. Nous avons une bataille, non pas en milliards, non pas en dizaines de milliards, nous avons une bataille technologique en centaines de milliards, et les professionnels libéraux sont un peu désorganisés, sont un peu fragiles et un peu désargentés par rapport aux géants de l'intelligence artificielle made in Californie. Vous allez devoir vous saisir de cet outil dans un immense bordel. Bordel économique, bordel géopolitique, bordel psychologique, technologique, financier. L'évolution de l'intelligence artificielle est imprévisible. Personne n'avait prévu la puissance de ChatGPT. Il y a des métiers qui vont avoir ce que j'appelle la pathologie du pivot. Vous savez, quand vous changez de business model, vous pivotez. Mais il y a des métiers qui vont avoir le vertige à force de changer de business model tous les 4 matins, quand l'intelligence artificielle va bouffer des pans entiers de leur activité. Bien sûr, l'IA va générer plus de nouveaux métiers pour les libéraux qu'elle va en détruire. Mais changer de métier n'est pas facile. Quand on a mon âge, j'ai bientôt 64 ans, c'est dur de changer de métier, c'est dur de changer de business model, c'est dur de changer d'activité. Nous allons avoir une évaporation de la valeur. Il y a de la valeur économique qui va disparaître, et se former n'est pas simple. On pourrait dire, on va se former à GPT-4, sauf que GPT-5 sort dans quelques semaines. À quoi faut-il se former alors même que l'IA bouge à toute vitesse? Cette IA, elle se développe en pleine hystérie, hubris, on va le voir, et il y a une politisation du sujet qui rend la prédiction de l'utilisation de ces outils extraordinairement difficile. Vous avez tous vu que ce qu'on appelle les décélérationnistes, les gens qui veulent empêcher l'intelligence artificielle de dépasser l'intelligence humaine, ont échoué après le putsch contre Sam Altman. OpenAI a licencié Sam Altman, considérant qu'il veut trop vite aller vers la super-intelligence artificielle, et au bout de 72 heures, le board a giclé, Sam Altman est revenu, et le board a été remplacé par ce qu'on appelle des accélérationnistes, c'est-à-dire les gens qui veulent hâter le dépassement du cerveau humain par l'intelligence artificielle. Vous voyez que la régulation de l'intelligence artificielle n'est pas simple, puisque chaque fois que des gens essaient de freiner pour permettre au cerveau humain de s'adapter, cela marche extrêmement mal. Derrière, il y a une grande bataille technologique. Le jour où Google a sorti sa première intelligence artificielle, il y a 5 mois, Bard, les analystes ont trouvé qu'elle était merdique, bien moins bon que ChatGPT, et l'action Google a perdu en market cap 120 milliards en quelques instants. C'est la raison pour laquelle Google investit des dizaines de milliards pour concurrencer OpenAI et ChatGPT. Et ChatGPT est en train de lever 90 milliards de dollars pour rester compétitif face à l'IA de Google. Cette bataille, elle pique les meilleurs cerveaux du monde. Il y a des gens payés des dizaines de millions de dollars par an chez Google, et ChatGPT est en train de lancer un plan de recrutement des chercheurs à 10 millions de dollars de salaire annuel. Oui, c'est troublant quand on est un libéral honnête qui fait son boulot en gagnant 50 à 100 fois moins. Je suis d'accord, il y a un vrai problème politique et social derrière cette explosion des outils d'intelligence artificielle. Depuis la sortie de ChatGPT, les prédictions des experts de l'intelligence artificielle ont beaucoup changé. Vous avez sur cette slide en gris les moments au cours du XXIe siècle où les experts attendaient que certaines tâches soient réalisées par l'intelligence artificielle. En gris, c'est les prédictions avant ChatGPT, en bleu, c'est les prédictions après ChatGPT. Ce que les gens imaginaient entre 2030 et 2070, ils l'imaginent aujourd'hui entre 2025 et 2035. L'histoire technologique s'est accélérée et les libéraux doivent monter dans le TGV. Ce monde
est un monde rempli de testostérone, de violence et de pognon. Ça, c'est le tweet qu'a fait Elon Musk le jour où il a sorti son intelligence artificielle concurrente de ChatGPT, Grok. On voit qu'il est un peu Asperger parce que si j'étais Grok, je ne mettrais pas mes testicules aussi près des dents de ChatGPT. Mais indépendamment de ce point de détail qui est probablement lié au fait que je suis chirurgien-urologue et donc assez sensible aux problèmes de castration, qu'ils soient technologiques ou réels, vous voyez qu'on n'est pas dans un monde de rationalité bisounours, on est dans un monde assez violent et assez hormonal. Où allons-nous? C'est très difficile à déterminer. Si vous prenez les trois inventeurs des intelligences artificielles modernes, Hinton à gauche, Yann Lequin, le français, au milieu, et puis Bengio à droite, le montréalais. Lequin est persuadé que l'intelligence artificielle va dépasser rapidement l'intelligence humaine, mais que l'intelligence artificielle ne cherchera jamais à nous exterminer. Il parle d'un nouvel âge des Lumières. En revanche, Hinton et Bengio ont signé plusieurs pétitions demandant que nous faisions attention car ils craignent que l'intelligence artificielle devienne hostile. Vous voyez que parmi les trois fondateurs des réseaux de neurones profonds, c'est-à-dire l'intelligence artificielle moderne, il n'y a aucun consensus sur le niveau de risque que nous devons adresser demain. Le sujet devient politique. Et ça a une conséquence pour les libéraux, c'est qu'il va être difficile de savoir ce qui va être autorisé et ce qui ne va pas être autorisé. C'est déjà compliqué de savoir où la technologie nous emmène, mais il y a une deuxième inconnue qui est l'inconnu réglementaire et l'inconnu politique. Cela dit, pour les gens qui sont des métiers du droit, il y a du travail pour quelques siècles en matière de régulation de l'intelligence artificielle. Au début, on pensait que l'IA, ce serait un jardin d'enfants avec plein de start-up. La réalité, c'est que les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft ont raflé la quasi-totalité des start-up de l'intelligence artificielle et Microsoft contrôle par exemple 49% de ChatGPT. Nous ne sommes pas dans un monde de start-up, nous sommes dans un monde de sociétés qui valent des milliers de milliards de dollars à la bourse de New York. L'ambiance est rendue compliquée par le fait que, contrairement à ce que Francis Fukuyama pensait il y a 30 ans, la fin de l'histoire n'est pas arrivée. Contrairement à ce que pensait le fondateur du web, Tim Berners-Lee, nous ne sommes pas rentrés dans un monde de paix, dans un monde de globalisation heureuse, de généralisation du modèle occidental. Nous avons pu observer que Poutine était moins gentil avec les Ukrainiens qu'il est avec les chiots. Nous rentrons dans le troisième capitalisme, après le capitalisme marchand et le capitalisme industriel, ce capitalisme cognitif qui est le capitalisme de l'intelligence artificielle, du big data, des neurosciences et de la robotique, alors même que, vous l'avez compris, notre monde est plein de fureur, de problèmes géopolitiques et d'ambitions fortement hormonales. Nous rentrons dans le monde de ce qu'on appelle les technologies NBIC et l'intelligence artificielle accélère toutes les technologies démiurgiques qui ont fait dire à Harari il y a quelques années que nous rentrions dans le règne de l'homme-dieu d'Homo Deus. La cognification du monde, c'est-à-dire le fait de mettre de l'intelligence partout, dans tous les objets, dans tous les métiers, dans toutes les activités, dans tous les business models. Et Philippe de Sertine, tout à l'heure, vous expliquera quelles seront les conséquences de ce nouveau monde économique pour la régulation économique et macro et microéconomique et pour vos métiers. Ce fait de mettre de l'intelligence partout va être bouleversant et va transformer radicalement nos métiers avec quelques risques, mais également d'immenses opportunités pour les libéraux. Nous devons réfléchir aujourd'hui à ce qu'est un monde dans lequel il y a une quantité infinie d'intelligence quasi gratuite. Que deviennent nos métiers quand l'intelligence est gratuite, alors que les libéraux sont des vendeurs d'intelligence?
Que deviennent nos métiers quand l'intelligence est gratuite? Travaille 24 heures sur 24, ne se plaint jamais, est ravi quand on lui pose une question à 3 heures du matin, ne fait pas grève, ne fait pas de pause cigarette et n'exige pas d'augmentation salariale pour compenser l'inflation. L'évolution de la puissance informatique depuis l'invention du transistor, qui valut le prix Nobel à Shockley, invention de 1947, la puissance informatique a explosé, vous le savez bien. On atteint aujourd'hui 114 milliards de transistors sur un microprocesseur, bientôt 5000 milliards. Les premiers ordinateurs réalisant 1 milliard d'opérations par seconde sont sortis. Elon Musk est en train de préparer un ordinateur réalisant 100 milliards d'opérations par seconde. Les ordinateurs réalisant 1 milliard d'opérations par seconde sont déjà dans le pipe. Cette explosion de la puissance informatique, on mettra bientôt 500 000 transistors sur la largeur d'un seul cheveu, est associée à une explosion de la quantité de data avec lesquelles on peut éduquer l'intelligence artificielle. Le coût du stockage informatique a été baissé par 2000 milliards. Chacun d'entre nous sur Terre va produire 100 milliards d'informations numériques chaque jour en 2025. C'est-à-dire que chaque terrien remplira en équivalent de données numériques 4 fois la très grande bibliothèque avec ses 30 millions de livres dans les 4 tours de 110 mètres de haut chaque année. Chaque terrien remplira la TGB 4 fois par an. Cette conjonction d'une grande puissance informatique et d'énormément de data est exactement ce dont l'intelligence artificielle a besoin pour être éduquée. Et c'est pour ça que nous assistons à la cavalcade à laquelle nous assistons actuellement. Je racontais récemment dans le Figaro que j'ai essayé d'évaluer la part du savoir médical et biologique que je maîtrise en 2023. Je connais à peu près 1/1000e du savoir médical au moment où nous parlons. Vous voyez qu'il m'est difficile d'imaginer que je puisse, sans système expert, sans intelligence artificielle, faire un diagnostic dans le futur. Cette économie de l'intelligence artificielle a créé un écosystème absolument gigantesque, centré sur les deux types au milieu, le chauve à gauche, Assamis, le patron de l'intelligence artificielle chez Google, docteur en neurosciences et informaticien, et puis bien sûr Sam Altman à droite, qui est un garçon qui parle assez souvent dans la presse de son Asperger, et c'est probablement à cause de son Asperger qu'il a récemment déclaré « L'intelligence artificielle va très probablement détruire l'humanité, mais auparavant, nous allons créer des entreprises absolument magnifiques ». Cet écosystème, il est structuré autour d'éléments que vous devez absolument, pour vos métiers, comprendre. Autour de GPT-4 Turbo, on a un ensemble d'outils, les GPT Store, les plugin Store, des outils de développement sans lesquels vous n'allez plus pouvoir travailler en tant que libéraux. Nous ne sommes plus très loin du moment où il sera dérisoire d'essayer d'être libéral sans informatique, de type ChatGPT. Les performances de l'IA sont absolument éblouissantes. Ce qui m'a le plus troublé quand GPT-4 est sorti, c'est sa capacité à comprendre le second degré et sa maîtrise du raisonnement hypothético-déductif. Quand j'étais jeune, j'avais acheté à Vouch, le dessinateur du Point, ce dessin qui n'est pas très gentil pour les chirurgiens. Vous avez le chirurgien qui est au lit d'un malade subclaquant et le chirurgien dit au malade « J'aurais pu éventuellement vous proposer une opération de la dernière chance le 24, mais le 24, je suis à Courchevel. » ChatGPT, je lui donne le dessin. ChatGPT comprend très très bien la situation et l'humour. Je lui demande quel mois ça peut être le 24. Il répond très intelligemment qu'il est très probable que c'est en décembre. Je lui demande après si ça pourrait être l'été. Il argumente et trouve que c'est peu probable que ce soit l'été parce qu'on ne skie pas. Courchevel n'est pas une station d'été. Et je lui demande, mais si le chirurgien était allé à Zermatt, est-ce que ça changerait ta réponse? Et là, GPT-4 répond oui, bien sûr. Parce qu'à Zermatt, on peut skier tout l'été sur le Matterhorn Paradise. Donc ça pourrait davantage être pendant l'été, le 24, qu'à Courchevel, où il n'y a pas de ski d'été. Vous voyez, la maîtrise du raisonnement hypothético-déductif par l'IA commence à être troublante. Et avec le plus jeune de mes gamins, on a discuté avec ChatGPT sur
le fait qu'il ait ou non une conscience. ChatGPT, en utilisant Kant et Descartes, fait une analyse absolument brillante qui a bouleversé mon ami Luc Ferry sur son absence de conscience, en parlant à la première personne « je ». Et il argumente sur son absence de conscience avec une intelligence qui est extraordinairement troublante. Et ceux que ça intéresse, je peux leur envoyer cette discussion. Les performances en matière visuelle ont beaucoup progressé. C'est d'ailleurs pour ça que la radiologie va être impactée et tous les métiers libéraux où on se sert de ses yeux. Il y a un an, aucune intelligence artificielle, aucun logiciel n'était capable de séparer les chihuahuas des cookies. Aujourd'hui, quand vous demandez à GPT-4 de faire un tableau Excel et d'expliquer ce qu'il voit dans les images, il sépare les chihuahuas, les cookies au chocolat et les cookies aux myrtilles. Vous voyez les conséquences pour tous les métiers où la vue est importante. La médecine, bien sûr, mais également l'architecture, etc., etc. GPT-4 comprend les trucages. Je lui demande ce qu'il pense de cette image. Il voit immédiatement que le type n'est pas dans un avion, mais que le type, en fait, est en train de faire une simulation de l'avion et qu'il s'agit d'une mise en scène photographique. Je lui montre, j'étais au Pays Basque et je lui montre ce graffiti, moitié en anglais, moitié en basque. Je fais la photo et je la donne à GPT-4. Il comprend immédiatement le sens nationaliste basque de ce graffiti bilingue. Et bien évidemment, il comprend l'écriture manuscrite dans la totalité des langues du monde. Il comprend également le langage informatique et il comprend tous les argots du monde, quelle que soit leur nature et leurs difficultés. Il comprend aussi les mélanges des langues et le mélange entre la langue traditionnelle et les différents argots, y compris les argots spécialisés. Vous pouvez lui donner des instructions écrites. Vous voyez à gauche, là, je lui dis « Si tu étais le président de la société Ariane, tu ferais quoi pour éviter d'être écrasé par Elon Musk et SpaceX ?» Elon Musk possède 75% des satellites qui tournent autour de la Terre aujourd'hui au travers de SpaceX. Et voilà la réponse assez drôle et très bien construite que j'ai envoyée à mon ami Stéphane Israël, le patron d'Ariane, et que ça n'a pas du tout amusé d'ailleurs. Mais Stéphane Israël se sert très très bien de GPT-4. Vous voyez, ça c'est tout con. Mais je fais cette photo-là, je partais avec mes gamins et ma femme en vacances et j'étais à l'aéroport à Bruxelles, et je fais cette photo-là et je lui dis « Est-ce que tu penses que cet endroit est bruyant ?» Il répond « On est dans un aéroport, je vois un avion Ryanair, mais on est à l'intérieur, les vitres sont épaisses dans les aéroports, donc je pense qu'il n'y a pas de bruit. Parce qu'on est protégé, on n'est pas sur le tarmac, on est à l'intérieur. » Tout ça à partir d'une simple photo, alors même que l'avion Ryanair est très difficilement visible au milieu de la vitre du bas. Il comprend toutes les formes d'humour, même les humours très compliqués comme les dessins de Plantu, ce dessin très compliqué. GPT-4 le comprend absolument parfaitement et maîtrise très bien le raisonnement hypothétique-déductif. Il comprend très bien également l'explication de ce dessin. Il comprend même l'humour au second et au troisième degré, ce qui est très troublant. Il est capable de négocier des contrats sans intervention humaine. Il est capable, et c'est important pour les métiers du monde de l'architecture, il est capable d'analyser un bâtiment, d'analyser un tableau électrique, etc. Il y a là un bouleversement des métiers du BTP, des métiers architecturaux à prévoir. Vous voyez, ça paraît bête, mais regardez le niveau de raisonnement quand je lui demande s'il est raisonnable que j'appelle mon bébé Nasdaq. Je vous rassure, ce n'est pas ce que j'ai fait. Et sa réponse est extrêmement intelligente et extrêmement argumentée. Il déconseille plutôt d'appeler son enfant Nasdaq, mais surtout il donne des raisons juridiques, psychologiques, économiques et par rapport à l'emploi futur du gamin qui sont bouleversantes. Moi, il m'aurait fallu 1 heure minimum pour faire la même chose. ChatGPT l'a fait en 4 secondes et demie. Il est assez drôle pour trouver des néologismes. Là, je lui demande
de trouver des néologismes pour décrire la peur des professionnels de santé par rapport à l'intelligence artificielle, et il trouve des termes franchement assez rigolos, et on peut d'ailleurs le relancer. Je lui ai demandé de trouver un néologisme encore plus angoissant, il a trouvé quelque chose d'assez rigolo. Alors, faut-il conseiller à nos enfants d'être médecins, d'être architectes? Il trouve des arguments très balancés parce qu'il maîtrise bien le raisonnement hypothético-déductif, mais il est capable de répondre à n'importe quelle question. Imagine le monde de 2023 si Napoléon Bonaparte avait disposé de ta puissance en 1810. Imagine un monde qui mélange 1984 et puis le monde de George Orwell. La langue française aura-t-elle disparu au Pays basque français en 2100? Je n'ai montré que le début de son argumentation, qui est bouleversante d'intelligence. Que doivent faire les médecins pour ne pas être remplacés par toi dans le futur? Je dois dire qu'il a des idées auxquelles je n'avais pas pensé, alors même que je suis plus concerné que lui par le devenir de la profession médicale. GPT-4 a la capacité de transformer un texte dégueulasse en texte bien écrit. Vous voyez, là, on lui demande, c'est Etan Mollick qui faisait ça, qui est le professeur de stratégie à Wharton. Il demande à GPT-4 de transformer le charabia dégueulasse, là, les 4 lignes du haut, en un abstract de type PhD. Et en quelques secondes, un abstract difficilement compréhensible devient un abstract de grande revue scientifique avec un langage scientifique de haut vol. Il y a un impact pour les métiers de la recherche absolument considérable dans les années qui viennent. Ça, c'est pour vous donner une idée de ce que peut faire GPT-4. Etan Mollick, donc le professeur de stratégie de Stanford, demande à GPT-4 « J'assiste à une réunion à Stanford, va voir les participants et trouve-moi des éléments de langage pour discuter avec eux. » Parce qu'il a l'intention de déjeuner avec certains des participants à sa conférence. GPT-4 va sortir le talk. Qui participe à cette réunion et propose des éléments de langage et de discussion avec les gens les plus importants qui participent à la réunion et propose pendant le déjeuner de quoi Etan Mollick doit parler avec ces gens-là pour rentrer en relation avec eux. En analysant les points psychologiques forts des gens qui sont présents et qui sont importants pour la carrière d'Etan Mollick. Et il propose un plan pour le déjeuner. Les progrès, et ça concerne beaucoup les métiers architecturaux bien sûr, les progrès en fabrication d'images sont absolument considérables. Vous voyez en quelques mois la différence entre à gauche et à droite, sur Midjourney, sur le pitch, dessine une loutre qui est sur son ordinateur dans un avion. En 100 jours, vous passez de gauche à droite. Les progrès sont absolument stupéfiants. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais tout ça est extrêmement bouleversant. Et moi, personnellement, ce qui me trouble le plus, c'est la capacité prédictive. Je demande à GPT-4, essaie d'imaginer le prochain livre du docteur Laurent Alexandre. Je mets docteur parce qu'il y a un député mélenchoniste qui s'appelle Laurent Alexandre, donc je ne veux quand même pas qu'il me sorte un bréviaire marxisto-mélenchoniste. Et donc en 2500 signes, il me décrit un résumé absolument remarquable de mon prochain livre, alors que je n'ai parlé de mon nouveau livre ni sur Internet, ni sur les réseaux sociaux, ni dans aucun média. Alors, où en est-on en matière d'IA générative? Les progrès sont stupéfiants, il existe encore des faiblesses, notamment GPT-4 invente parfois des jurisprudences en matière juridique, et donc les jurisprudences qui sont annoncées doivent être vérifiées, mais les progrès sont très importants, on en parlait tout à l'heure avec Michel, la capacité d'EdGen à traduire cette conférence dans toutes les langues du monde gratuitement me permet théoriquement de faire cette conférence dans plein de pays, avec l'IA qui modifie les mouvements des lèvres pour l'adapter à chaque langue, et en maintenant ma voix sur chaque langue. Hein, je vous invite à aller voir ce que fait EdGen, c'est absolument extraordinaire. Alors, les conséquences dans le monde de la recherche, de la science, sont absolument bouleversantes. Aussi, dans les métiers de la mobilité, Nature faisait sa couverture sur le fait que maintenant, l'IA pilote mieux les drones que les meilleurs conducteurs de drones au monde. L'IA autonome toute seule.
le Wall Street Journal publiait une étude qui montrait que GPT-4 écrabouille les étudiants du MBA de Wharton, qui est le 4e meilleur MBA du monde, sur la définition d'idées originales, d'idées nouvelles, d'idées business. GPT-4 ne dépasse pas les étudiants du MBA de Wharton. GPT-4 les écrabouille. C'est pour ça que nous devons vraiment aujourd'hui réfléchir à l'évolution de nos métiers à l'aune de GPT-4. L'étude a été faite avec les consultants du Boston Consulting Group, elle a été faite avec plein de métiers différents. Et il y a un truc qui concerne certains d'entre vous ici. Le Financial Times a sorti une étude sur l'évolution de la demande de freelance aux États-Unis après la sortie de ChatGPT. Alors on n'a que les 5 premiers mois, on n'a pas ce qui s'est passé depuis la sortie de GPT-4. Eh bien, la demande de freelance aux États-Unis est en chute. Elle a baissé déjà de 3% et le prix horaire des freelances a baissé de 10%. Les gens maintiennent leur activité, mais en cassant les prix. Si vous êtes traducteur, il faut casser les prix parce que GPT-4 traduit mieux que vous. Si vous êtes illustrateur... Pardon ? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ah oui, non mais ça pose aucun problème. Mais surveillez très très attentivement parce que GPT-5 va être bien meilleur. Il y a là, quoi qu'on en pense, un problème macroéconomique qui est que les freelances voient leur valeur horaire baisser et ça doit nous alerter sur l'évolution des métiers. Alors, entre GPT-3 et GPT-4, il y a eu un progrès énorme. Vous savez que GPT-3 échoue à l'examen du barreau américain pour être avocat, échoue aux examens de qualification en médecine générale, échoue aux examens de qualification en médecine spécialisée. GPT-4 réussit brillamment le barreau, le uniforme, réussit brillamment aux examens de médecine générale et de médecine spécialisée. Vous voyez qu'il y a des progrès importants de l'IA qui doivent nous interpeller, non pas parce que nos métiers vont disparaître, mais parce que nos métiers vont profondément muter dans les années qui viennent. Et pour ceux qui sont du monde de la santé, je vous invite à lire le bouquin qu'a écrit OpenAI et Microsoft sur la révolution de ChatGPT en médecine, avec un truc qui est assez troublant, et qui m'a beaucoup perturbé, c'est que l'étude publiée dans JAMA récemment montre que l'IA est 2 fois plus empathique que les médecins, ce qui m'a personnellement un peu perturbé, je dois bien vous l'avouer. Vous avez tous vu que GPT-4 arrive à trouver des diagnostics que les meilleurs médecins américains ne trouvent pas, ce qui est perturbant. Et là encore, ce qui doit nous faire réfléchir quand nous sommes sur les métiers de la santé à l'avenir de notre activité. Je ne parle même pas de Bill Gates qui a prédit que nos enfants apprendraient et nos petits-enfants apprendraient à lire avec les successeurs de ChatGPT et non plus avec leur instituteur à partir de 2025. La robotique est un autre chantier qui nous concerne quand on est architecte, etc. ChatGPT est en train de sortir une gamme de robots équipés de ChatGPT, les robots Neo. Elon Musk est en train de sortir une gamme de robots équipés de son intelligence artificielle à lui, les robots Optimus. Quand on va avoir des robots infatigables avec l'intelligence de GPT-4 ou GPT-4, on rentre dans un monde nouveau qu'il va falloir piloter, qui va entraîner plein de problèmes juridiques. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet pour les avocats accessoirement. Cela entraîne une bouffée de dystopie et d'utopie avec des inquiétudes. Il y a aujourd'hui 3 scénarios que les experts privilégient. Premier scénario, l'IA n'atteint pas ce qu'on appelle l'AGI, c'est-à-dire ne dépasse pas l'homme dans toutes les dimensions simultanées. C'est à peu près ce que pensent 10% des experts. Vous avez le deuxième scénario, l'intelligence artificielle nous dépasse légèrement dans toutes les dimensions, c'est ce qu'on appelle l'AGI, c'est à peu près ce que pensent 80% des experts. Puis vous avez le troisième scénario, qui est l'intelligence artificielle atteint très vite la superintelligence des milliers de fois supérieure à l'intelligence humaine. Et là-dessus, je vous invite à aller sur le blog de Sam Altman, le créateur de ChatGPT, qui a expliqué sa conviction que la superintelligence serait là avant 2030. Je pense que quand on est libéral, il faut à titre individuel et puis globalement tout l'UNAPL réfléchir à ce qui se passe dans le scénario
1, dans le scénario 2 et dans le scénario 3. Le scénario de la superintelligence entraînerait des modifications assez importantes de vos business models. Si Sam Altman a raison, ça a des conséquences auxquelles il faut réfléchir. Alors, vous l'avez compris, il y avait un putsch destiné à l'empêcher de développer la superintelligence chez OpenAI, mais le putsch a échoué et il est revenu plus fort que jamais à la direction de ChatGPT. Derrière, que peut-on faire? L'interdiction ne marche pas, tous les moratoires ont échoué. Est-ce qu'il faut aller dans le sens d'Elon Musk et mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants? Et Elon Musk a dit qu'il mettrait ces microprocesseurs Neuralink destinés à augmenter l'intelligence dans le cerveau de ses propres enfants. Il l'a encore déclaré il y a quelques jours. Les solutions politiques, économiques, sociales ne sont pas claires, mais Philippe de Sertine vous dira ce qu'il pense des conséquences sociales et économiques de l'intelligence artificielle. Le patron fondateur de NVIDIA, qui est le fabricant de microprocesseurs qui équipe tous les systèmes d'intelligence artificielle, qu'on appelle les puces GPU, a déclaré cet été qu'en 2032, l'intelligence artificielle serait à ses yeux au moins 1 million de fois supérieure à GPT-4. C'est pour ça que je pense qu'il est important que vous rentriez dans le train aujourd'hui avec GPT-4, parce que lorsque l'IA sera 1 million de fois plus intelligente que GPT-4 dans 10 ans, je pense qu'il sera difficile de monter dans le TGV en route. Elon Musk est un élément clé dans tous ces éléments. Lui est très inquiet, il fait partie des gens qui ont peur des dystopies traditionnelles et qui ont peur à la fois de la gilogénisation de l'économie, avec beaucoup de gens laissés sur le carreau, d'un grand remplacement cognitif, c'est-à-dire d'un dépassement de l'homme par l'intelligence artificielle, mais il n'est pas le seul. Le patron de Google a déclaré que l'IA générative l'empêchait de dormir. Harari, optimiste comme d'habitude, n'est pas sûr que nous y survivions. Et quant à Geoffrey Hinton, qui est l'inventeur principal des réseaux de neurones de type ChatGPT, il a démissionné de chez Google, comme vous savez. Il a déclaré que si c'était à refaire, il ferait un autre métier, car il regrette d'avoir inventé l'intelligence artificielle. Et il a déclaré « Nous allons devenir la deuxième espèce la plus intelligente sur Terre, derrière l'intelligence artificielle ». Vous voyez que l'intelligence artificielle entraîne une révolution schumpeterienne, comme a été l'électricité ou la vapeur, mais elle entraîne aussi une révolution civilisationnelle si nous acceptons d'être augmentés par les microprocesseurs d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, et une révolution anthropologique si nous ne sommes plus les maîtres sur cette terre, mais si nous sommes la deuxième espèce la plus intelligente, comme le fondateur de l'intelligence artificielle moderne en est aujourd'hui convaincu. Le 30 mai dernier, les principaux experts mondiaux de l'intelligence artificielle, plus Microsoft, avec Hinton comme premier signataire, ont fait cette pétition. Limiter le risque d'extermination de l'humanité par l'intelligence artificielle exige une coopération mondiale au même titre que la lutte contre les pandémies ou contre le risque nucléaire militaire. Vous voyez, nous sommes dans une ambiance qui est un petit peu dystopique. Ce qui me paraît le plus important, c'est de gérer la crise cognitive. Ce choc de l'intelligence artificielle n'est pas anticipé. Vous voyez que même parmi nous, ici, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore GPT-4, donc ils ne sont pas préparés au choc technologique présent et au choc technologique à venir. Cela va créer une crise, mais également beaucoup d'opportunités, parce que, notamment pour les métiers de l'identification et de l'authentification, il y a un boulevard. À la fin du printemps, cette journaliste du Wall Street Journal racontait comment elle a créé une IA clone d'elle-même qui a appelé sa banquière, son papa et sa maman. Ses parents ont cru que c'était elle et la banquière était prête à faire un virement alors même que ça n'était pas elle, c'était une intelligence artificielle la représentant, mais la voix était parfaite, le langage reprenait toutes ces expressions de langage, à tel point qu'elle avait mystifié, y compris ses propres parents, parce qu'on peut faire une intelligence artificielle, j'aime beaucoup faire ça avec ChatGPT, vous lui demandez, prends les types de langage de quelqu'un, et ChatGPT est assez drôle, il a très bien compris mes tics de langage à moi, et il fait du Laurent Alexandre instantanément en temps réel, mais ça a un inconvénient, c'est qu'on peut aussi faire du Laurent Alexandre face au banquier de Laurent Alexandre, et on peut faire la même chose avec vous, donc il y a plein de nouveaux métiers libéraux à inventer autour de l'identification et de l'authentification à l'ère de l'intelligence
artificielle. Va-t-on vers la mort du travail et plus particulièrement vers la mort des libéraux? Je n'y crois pas. Vous avez probablement vu qu'Elon Musk a déclaré devant le Premier ministre anglais le mois dernier à Bletchley Park que 100% des travailleurs humains vont être dépassés par l'intelligence artificielle. Elon Musk a déclaré devant le Premier ministre anglais « Il n'y a pas un seul être humain qui sera aussi intelligent que l'intelligence artificielle dans peu de temps. » Je n'y crois pas une seconde. En revanche, je pense qu'il faut se préparer à ce que l'intelligence artificielle nous challenge fortement. Il y a des gens très pessimistes, comme Kai Fu Lee, milliardaire sino-américain, qui est le spécialiste mondial de l'économie de l'intelligence artificielle et qui a une vision moyennement optimiste du médecin de 2030, puisqu'il a déclaré que le médecin de 2030 serait un tiers infirmier, un tiers technicien et un tiers assistante sociale, alors que le vrai médecin serait l'intelligence artificielle. Là encore, je n'y crois pas si les libéraux, si les médecins prennent le train de l'intelligence artificielle et deviennent complémentaires de l'intelligence artificielle et non pas substitués par l'intelligence artificielle. Et puis, je rappellerai ce que Pauling, double prix Nobel des années 60, avec la quasi-totalité des prix Nobel américains, avait écrit en 64, une lettre au président des États-Unis, les avertissant que l'intelligence artificielle allait détruire le travail aux États-Unis d'Amérique dans les 2 à 3 années qui viennent, et que le président devait interdire, bloquer l'intelligence artificielle, car sinon il n'y aurait plus personne qui travaillerait aux États-Unis en 1968. Ils avaient beau être prix Nobel, ils s'étaient complètement trompés. Ils avaient vu les destructions d'emplois par l'informatique, ils n'avaient pas du tout vu les créations d'emplois par l'intelligence artificielle et par l'informatique. Alors, nous allons gérer une transition cognitive, nous allons passer d'une intelligence purement biologique sur Terre à un mix d'intelligence humaine, plus ou moins interfacée, cyborgisée avec l'intelligence artificielle. Alors Ray Kurzweil, le vice-président de Google, explique qu'en 2030, nous allons avoir des capacités démiurgiques, reprenant par là les termes d'Harari, puisque nous aurons des microprocesseurs dans nos cerveaux, et Neuralink a été développé, comme je vous le disais, par Elon Musk dans cet objectif. Il y a là plein de questions éthiques, politiques, qui vont faire plus de travail pour les libéraux que cela va en détruire. Il est d'ailleurs assez amusant de voir qu'il y a déjà une liste d'attente avec des milliers de personnes qui supplient Elon Musk pour avoir un microprocesseur dans leur cerveau. Ah, c'est un miracle, je n'ai dépassé mon temps que de 12 minutes. Excusez-moi. Quelques mots de conclusion. Nous sommes dans un brouillard numérique. Et nous sommes dans un brouillard numérique et dans des incertitudes importantes dans nos métiers, parce que la plupart d'entre vous n'ont pas GPT-4. Donc, cet après-midi, tout le monde sur GPT-4, après la fin du colloque, pour comprendre la nature de la révolution en cours. Et vous pouvez demander conseil à Michel Chassan, qui est un utilisateur averti de GPT-4. Donc, il faut sortir du brouillard numérique par la connaissance. Il faut bien sûr sortir de la blessure narcissique. Quand je vois GPT-4 faire en 15 secondes ce que je fais en 3 heures, je suis vexé, mais il ne faut pas devenir des névrosés et faire un complexe d'infériorité. Il faut dépasser cette blessure narcissique et travailler pour devenir complémentaire de l'intelligence artificielle. Ce qui est important, c'est de bien maîtriser l'outil pour être du bon côté de la rivière. Il y a les territoires de l'IA et puis il y a les territoires du neurone. Il va falloir bosser pour être au bon endroit, c'est-à-dire là où le neurone va rester supérieur à l'intelligence artificielle. Et puis, en tant que libéraux, vous avez une mission politique qui dépasse la mission technique. Vous êtes, on en parlait avec Madame Duloc, vous êtes les défenseurs de la liberté. Les professions libérales défendent l'autonomie et la liberté. Vous n'avez pas vocation, à l'ère de l'intelligence artificielle comme avant, à être comme les avocats d'Yves Montand dans L'Aveu. Je pense que tout le monde a vu ce film. Il est vice-ministre des Affaires étrangères dans la Tchécoslovaquie stalinienne, et il y a le procès terrible impulsé par Staline. Il est jeté en prison, et avec
principalement des Juifs, parce que c'est la période très antisémite de Staline. Il est accusé de trahison contre le parti. Et l'avocat de Montand lui dit « Mais je ne comprends pas pourquoi le parti est aussi indulgent. Moi, je vous aurais condamné à mort. » Et c'est l'avocat de Montand qui dit ça. L'avocat de Montand n'est pas du tout l'avocat de Montand. L'avocat de Montand est le salarié du Parti communisme tchécoslovaque et il est le bras armé de la répression, comme les médecins des camps allemands n'étaient pas des libéraux, mais étaient le bras armé d'une stratégie d'extermination déterminée par Himmler et le parti nazi. Vous avez une vocation dans ce monde très compliqué, très trouble, à défendre les valeurs de la liberté, et je crois que c'est encore plus important que la dimension technologique de l'intelligence artificielle. Bien sûr, il va y avoir des migrations de valeurs. Il va y avoir une augmentation des écarts entre ceux qui maîtrisent bien l'intelligence artificielle et ceux qui ne le maîtrisent pas. Ça va être troublant parce qu'il va y avoir des difficultés pour les gens qui seront en retard et des carrières magnifiques pour ceux qui maîtriseront bien l'outil. En 1960, ce ne sont pas des libéraux, mais c'est un exemple, en 1960, l'écart de rémunération pour les informaticiens était de 1 à 3 à peu près. Aujourd'hui, les écarts de rémunération chez les informaticiens vont de 1 à 1000, entre ceux qui font du site web et ceux qui sont des bons spécialistes internationaux de l'intelligence artificielle. On va voir la même chose dans les professions libérales, entre ceux qui monteront dans le train et ceux qui ne monteront pas dans le train. Et je pense qu'il faut aider tout le monde à rentrer dans cette vague technologique et qu'il ne faut laisser personne sur le bas-côté. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette vague technologique va entraîner une explosion de la plupart de vos métiers. Non pas une implosion, mais une explosion. D'abord, vous allez pouvoir, pour les professions qui parlent, mondialiser votre activité. Je montrais tout à l'heure à Michel Chassan comment l'un de mes lecteurs a pris une de mes conférences et l'a traduit dans plein de langues grâce à EdGen. Et voilà que ma conférence est en brésilien, est en anglais, est en italien, etc., etc. Vous allez pouvoir travailler dans le monde entier, dans la langue de tout le monde, en temps réel, sans aucun effort. Il y a des champs d'activité extraordinaires autour et à cause de l'intelligence artificielle. Vous allez pouvoir avoir des nouveaux clients dans la plupart de vos métiers. Il y a plein de nouvelles idées pour le monde des libéraux. Et puis on va manquer de neurones, on va manquer de personnel très qualifié, de libéraux pour organiser le monde qui vient, car le monde qui vient n'est pas le monde que les écologistes imaginent, un monde étriqué et décroissantiste. En réalité, nous rentrons dans un monde d'hypercroissance, d'hyperscience et d'hypertechnologie, et dans ce monde, les libéraux ont toute leur place et ont un boulevard. Votre métier, finalement, est d'aider la société à coévoluer avec l'intelligence artificielle, d'organiser la gouvernance de l'intelligence artificielle, notamment pour les métiers du droit, à organiser la symbiose, à aider à la compréhension de cette révolution par la société civile. Et puis, pour ce qui est des médecins et des psychiatres, l'IA va générer plein de pathologies et j'ai demandé à GPT-4 quelles sont les nouvelles pathologies psychiatriques qu'elle va induire. Et GPT-4 a imaginé 5 pathologies psychiatriques extraordinaires que lui, GPT-4, va induire chez les êtres humains, ce qui fait que les psychiatres ont du boulot pour quelques siècles. Ce qui est important, et cette matrice a été faite par Kaifouli, dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de mapper en permanence ce qui est du domaine de l'IA et ce qui est du domaine de l'intelligence humaine. Réussir sa carrière en tant que libéral, mais c'est vrai aussi pour l'éducation qu'on donne à nos gamins, cela suppose d'être dans les zones rouges, c'est-à-dire dans les zones où l'intelligence humaine reste supérieure à l'intelligence artificielle, dans les zones où l'intelligence humaine est synergique, complémentaire de l'intelligence artificielle. Vous l'avez compris, je ne suis pas Elon Musk. Je pense que nous rentrons dans l'âge d'or des libéraux. Je pense que vos métiers vont être plus magnifiques que jamais, plus indispensables d'un point de vue politique, et pas seulement les avocats. Cet âge d'or des libéraux, il appartient à tous ceux qui maîtriseront ces technologies-là. Foncez sur GPT-4 dès aujourd'hui
Et essayons d'accompagner tout le monde dans cette mutation pour qu'il n'y ait aucun perdant de cette révolution technologique. Et bien sûr, face aux GAFAM, nos métiers sont un peu éclatés. Il est fondamental de s'organiser parce que chaque libéral ne va pas faire de la veille technologique 8 heures par jour pour suivre les évolutions de l'IA. Il faut qu'il y ait des structures corporatives, il faut qu'il y ait des structures professionnelles par branche et au sein de l'UNAPL pour faire de la veille technologique et pour surveiller en permanence ce que font les géants du numérique, ce qu'un avocat ou ce qu'un médecin ou une infirmière ou un architecte ne peut pas faire, parce qu'il faut aussi servir les clients. Votre métier n'est pas d'être veilleur technologique, il faut chasser en meute. L'âge d'or des libéraux est là, et il faut l'attaquer en meute, de façon collective et organisée. Je vous remercie.